Bonjour, chers internautes. On a un épisode vraiment cool aujourd'hui à vous présenter. On va parler des huiles du Québec, plus précisément de l'huile de caméline. Yes, et pour ce faire, on reçoit Chantal Van Winden, qui est la PDG, dans le fond, de Signé Caméline, qui fait une huile extraordinaire, qui a raflé tout plein de prix à l'international. Ça va vraiment être intéressant d'écouter son histoire entrepreneuriale. Donc, on va être à vous dans quelques instants. Bonne écoute. Cette année, nous avons un partenaire officiel pour la 4e saison du balado, donc l'entreprise Tessier. Merci Tessier. Savez-vous aussi que Tessier, en fait, offre de l'accompagnement dans la recherche d'aide financière et de subventions. Donc, votre rêve d'avoir une serre est peut-être plus proche et plus accessible que vous le croyez. Ben oui, Tessier, c'est un allié de choix pour les maraîchers et les sériculteurs. Par son service personnalisé humain, sa capacité à trouver puis appliquer des solutions vraiment créatives et efficaces, puis le tout combiné avec un petit produit reconnu et de grande qualité. Joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier, allez voir ça. Merci à notre commanditaire Financement Agricole Canada. Donc, FAC se distingue en tant que seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Grâce à l'établissement de relations solides et au partage de connaissances et d'expertise avec des milliers de clients à travers le pays, FAC place la réussite de ses clients au centre de son propre succès. La FAC croit en l'avenir prometteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En tant que partenaire et catalyseur, FAC s'engage pleinement à promouvoir et à soutenir l'évolution de notre industrie. Merci FAC. Yes, sir. Une production Origine. Donc, bienvenue à toutes nos auditrices et auditeurs du balado Les idées radicules. On est aujourd'hui avec Chantal Van Winden. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Yes. Donc, Chantal, toi, tu es la 10e enfant d'une famille maraîchère de 12 enfants originaires de Hollande. Oui. Donc, tes parents ont immigré ici au Québec suite à la crise économique puis à la guerre qui fait rage dans les Pays-Bas. Puis, en arrivant ici au Québec, eux, ils sont arrivés quand même sur des terres noires, des terres marécageuses qui, justement, traditionnellement, étaient vraiment difficiles pour les fermiers québécois de travailler, mais de leur expérience avec ce type de terrain-là, ce type de terre-là, qui est vraiment, on pourrait dire, typique des Pays-Bas, eux ont développé des outils, des techniques agraires qui leur ont permis de vraiment se démarquer dans ce genre de sol-là. Donc, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que j'avais jamais mis la notion de pourquoi on parle des Pays-Bas. Puis c'est toi qui nous l'as expliqué, finalement, c'est un peu le contexte qu'on a des terres marécageuses, on a des sols qui sont plus bas, plus près du niveau de la mer. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de comprendre cette partie de l'histoire des Pays-Bas. Yes. Oui, puis effectivement, c'est vrai, ils sont arrivés ici, mes parents, effectivement, dans des terres marécageuses que plein de familles ont fait famine. C'est ça que l'on parle dans les années 40, 50. Là. Puis, avec leur expertise, puis les pelles rondes. Les pelles rondes. Des pelles rondes et des bottes de travail, ils ont fait des fossés en pelles rondes. Incroyable. Et voilà, ils ont réussi à drainer des terres, puis finalement avoir, au bout de quelques années, ça n'a pas été immédiat, au bout de 3 ans, d'avoir un peu plus de culture pour pouvoir commencer à avoir un peu de revenus. Mais ça fait plusieurs années de laborieux. Dur labeur. Oui, malgré leur expertise. Incroyable. Bon, on en arrive plus à aujourd'hui. Donc, tu es marié depuis 30 ans à un agriculteur québécois qui, lui, est de 5e génération. Ensemble, via la ferme, vous souhaitiez mieux cultiver puis incorporer des pratiques plus durables dans le domaine des grandes cultures. Donc, suite à ton grand intérêt pour la nutrition et l'alimentation aussi, ça vous a amené à vous passionner pour une plante indigène du Québec. Donc, une plante qui s'appelle donc la caméline. Plante assez méconnue, donc. Oui, mais plante indigène du Québec, en fait, elle vient surtout elle a été ramenée ici par les colons dans les années 1800. Mais la plante de caméline est ancestrale, là. Elle est vieille, moi je disais depuis 3000 ans, qu'elle existe, parce qu'ils ont trouvé un corps humain enfoui dans la boue qui s'est conservé. Puis là, ils ont analysé ce qu'il y avait dans son estomac, puis ils ont trouvé des graines de caméline, puis ils ont estimé le corps à 3000 ans. Wow. Par contre, j'ai parlé à un chercheur allemand, un chercheur américain dans les dernières années qui, lui, s'est voué vraiment à la recherche de la génétique de la caméline dans sa maîtrise, dans son projet de doctorat, de son postdoc. Il est rendu maintenant chercheur sur la génétique de la caméline. Puis lui, en fait, ce qu'il me dit, c'est que moi, il dit, je pense pas que ça devienne 3000 ans. Je pense que ça fait une des premières cultures que l'humain a cultivées, puis que ça date plutôt de presque 8000 ans.
Wow. Puis que ça vient de l'Arménie, alors que la terre était plus froide. Donc, on parle vraiment dans l'époque néolithique. Là. C'est de ça qu'on parle. La fin de l'ère glaciaire. Donc, la caméline était nordique, parce que les oliviers étaient au sud. Donc, les oliviers étaient au sud, la caméline était nordique. Puis, ben, ça l'a vraiment accompagné le développement de l'humain pendant toutes ces années-là. Ça, c'est fascinant comme histoire. C'est incroyable, vraiment. Alors, je raconte ça, puis en même temps, je me dis, ça se peut-tu? Puis en même temps, ben, alors, ça l'a accompagné. Ça a été vraiment très utilisé en Europe. Après ça, c'était le plus dans le Nord. Donc, on parle de l'Ukraine, de la Russie, les pays scandinaves aussi. Puis, à un moment donné, ben, le canola est arrivé. Puis qui faisait plus de rendement pour les producteurs agricoles, qui était plus facile à cultiver. Puis ben, la caméline a été délaissée pour le canola. Donc, ou le colza, à ce moment-là, c'était le colza. À ce moment-là, il y a 150 ans. Wow. Puis là, on a arrêté de parler de la caméline. Oui. Aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi. Ben, en tout cas, on recommence à savoir c'est quoi parce que grâce à toi et d'autres, on voit de plus en plus sur nos tablettes et dans nos fines cuisines aussi. Mais donc, tu peux-tu un petit peu nous expliquer c'est quoi cette plante? C'est quoi ses particularités? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? C'est quoi cette plante si fascinante, si mystérieuse? Oui, c'est ça. Avec quasiment un aura mystique là, qui accompagnait la naissance de la civilisation, de l'agriculture mésopotamienne. Vraiment, c'est vraiment fascinant comme histoire. Puis ben, nous sommes tombés en amour avec la caméline. Donc, je suis issue de milieu agricole, comme vous m'avez dit. Donc, je suis née en 2 rangs de salade, comme je me plaignais à me dire. Puis, j'ai marié aussi un agriculteur qui était très innovant, d'une lignée d'agriculteurs. Tu sais, bon. Donc, mon mari Raymond, à lui... Salut. Bonjour Raymond. Alors, lui, ben en fait, c'est sûr qu'il y a une vision très... dans sa vision, c'est toujours de mieux produire, de mieux faire les choses. Pourquoi, tu sais... Si on les fait comme ça, mais on peut toujours faire mieux. Fait que c'est un peu dans sa réflexion. Puis, ben, la caméline est arrivée sur le sujet par un producteur agricole, par un chercheur scientifique en Allemagne, puis qui nous a parlé de la caméline. Puis, bon, qu'est-ce que c'est la caméline? C'était ça votre question, hein? La caméline, c'est une plante crucifère, donc de la famille des choux, qui fait des toutes petites fleurs jaunes. Donc, elle va ressembler un peu au canola ou à des plants de moutarde, mais moins jaune vif que le canola. Mais de la famille des crucifères. Donc, elle fait des tout petits fleurs jaunes. On récolte les grains. Les grains sont minuscules. Ils mesurent 2-3 mm de long. C'est minuscule. Fait que ce grain-là, minuscule, était cueilli à la main pendant des millénaires et pressé mécaniquement avec des systèmes mécaniques. C'est fascinant là, que ça passe à travers cette histoire-là. Puis ces grains-là sont, j'imagine, dans une espèce de cosse aussi? Oui, il y a comme une silice dans laquelle on va retrouver des grains, une dizaine de petits grains. Donc, la caméline va être récoltée à sec, un peu comme on récolte avec le soya, avec une moissonneuse-batteuse, où on peut aussi faire des ondins aussi. Bon, une autre façon aussi de le récolter. Donc, on récolte les grains, on s'assure qu'ils soient secs, mais ensuite, on va les presser à froid. On va la filtrer, puis on va obtenir l'huile. Ou on consomme aussi les grains, les grains nature ou les grains torréfiés, qui sont aussi une protéine végétale. Aussi, c'est très intéressant à rajouter en salade un peu partout. Oui, très fan aussi. Juste parce que là, on en parle un peu, puis je trouve ça intéressant. Une huile pressée à froid, on le voit souvent, mais qu'est-ce que ça change qu'elle soit pressée à froid? Mais la pression à froid, c'est que ça met... c'est qu'il faut demeurer sous un certain degré qui permet de préserver les qualités nutritionnelles. Donc, c'est sans chaleur. Puis aussi, le pressage à froid mécanique aussi est important parce qu'il y a plusieurs huiles qui sont pressées. Si on parle de l'huile de soya, entre autres, ou plusieurs huiles de canola qui vont être pressées chimiquement. Donc, avec des solvants mécaniques, des solvants chimiques, qui vont permettre d'avoir une plus grande extraction. Nous, on a une pression mécanique à froid. Ça fait qu'à partir, mettons, de nos grains, on va récolter environ 30% de notre huile, mais on en laisse encore 12% dans la farine, dans le tourteau qu'on appelle, parce qu'on ne va pas l'extraire chimiquement, puis on ne va pas l'extraire à chaud non plus. Donc, ça, c'est un choix qu'on a décidé de faire parce qu'on va avoir une huile de qualité qui se préserve. Elle a plein de belles qualités, la caméline, des qualités nutritionnelles, puis on veut vraiment s'assurer que dans notre processus, on puisse garder l'intégralité de ces belles qualités nutritionnelles.
Incroyable. Justement, ces qualités nutritionnelles-là, on l'a là, pour ceux qui voient l'épisode avec nous. On voit les bouteilles 35% d'oméga 3. Déjà là, ça frappe. Là, c'est un haut taux d'oméga 3. Est-ce qu'il y en a d'autres qualités comme ça qu'on peut retrouver dans cette belle huile? Oui, mais 35% d'oméga 3 et elle a aussi beaucoup d'antioxydants de façon naturelle. Okay. Une abondance d'antioxydants. Okay. Ce qui fait que malgré qu'elle a 35% d'oméga 3, c'est hyper intéressant. Les oméga 3, là, c'est des éléments nutritifs qui sont essentiels. Donc, on doit aller les chercher dans notre alimentation. Le corps ne peut pas les produire. On est tous en carence. Les Nord-Américains, la population générale, on manque énormément d'oméga 3. Tu sais, des oméga 3, on va trouver dans le saumon, dans le lin, dans les noix de Grenoble. C'est pas quelque chose qu'on a en abondance dans notre environnement. Par rapport à l'abondance des oméga 6. Donc, les oméga 3, on en manque énormément. C'est super intéressant au niveau de la santé. C'est anti-inflammatoire. C'est bon pour le cerveau, les yeux, l'humeur, l'inflammation, pour diminuer l'inflammation, pour la peau. Plein de bienfaits. On se fait un shot maintenant? Oui, une petite shot. Exactement. OK. Alors là, les bienfaits, donc les oméga 3 et ensuite tous les antioxydants qui contiennent l'huile, qui fait que malgré que les oméga 3 soient là puis sont quand même fragiles, comme dans l'huile de lin, il y a beaucoup d'oméga 3, mais il n'y a pas d'antioxydants. Ce qui fait qu'on ne peut pas la faire chauffer, il faut la garder au frigo, elle se rancit rapidement. Bon, alors, la caméline, le goût est différent. Mais à cause des oméga 3, on peut monter à très haute température. Puis là, on a fait des tests. Je dis, la littérature le dit, mais on a voulu faire des tests pour juste s'assurer que ce qu'on dit, c'était vraiment vrai. Puis effectivement, qu'on fasse cuire 20 minutes à haute température ou en friture, on analyse les oméga 3 avant et après, puis ils sont encore là, les oméga 3. Ce qu'on va perdre, c'est un petit peu d'antioxydants. C'est normal. Là, si tu fais cuire du brocoli, tu vas perdre des antioxydants. Tu vas avoir tous tes antioxydants, prendre le normal. C'est normal, voilà. Donc, on perd un peu d'antioxydants, une petite partie. Par contre, toute l'intégrité des acides gras demeure là. Ça, c'est super intéressant parce qu'il faut juste une cuillère à thé d'huile de caméline pour avoir tous nos oméga 3 de la journée. Voyons donc. C'est facile, une cuillère à thé. Tu sais, on cuisine avec, on en met dans nos salades. Puis là, on a aussi découvert, puis c'est vraiment fascinant, on a pris des frites qu'on a fait cuire dans 2 types d'huile, puis on a analysé nos frites après. Alors, j'aime ça. Puis là, on a analysé, puis là, finalement, une qui était dans le gros canard, puis l'autre qui était dans l'huile de caméline, puis on a analysé après, puis finalement, nos frites dans l'huile de caméline, ils deviennent une source très, très intéressante d'oméga 3. Donc, on veut se faire comme une poutine santé. On fait des frites avec les oméga 3. J'ai pas besoin de m'en dire plus. C'est ça. On me dit que des poutines, c'est bon pour la santé. Yes, j'avoue là ça aujourd'hui. Ça fait de nous de la poutine, mais tous les légumes qu'on va faire cuire, la caméline et les légumes, ça fait un super de beau mix avec les poissons aussi. Ouais, vraiment. Alors, tous les légumes qu'on les fasse à la poêle, l'aliment va absorber les oméga 3 qui sont contenus dans l'huile avec laquelle on va la faire chauffer. Alors, nos aliments, nos piments, peu importe, nos oignons, nos petites patates vont devenir riches en oméga 3. Puis c'est une source d'oméga 3. Fait que pour moi, là, qui prône la santé, ça fait partie de moi. Mais pour moi, c'est hyper important, ça, ces valeurs-là. Puis en plus que j'imagine, justement, dans la cuisson de cette huile-là, il y a le goût aussi de la caméline qui est omniprésent, qui vient vraiment apporter une touche intéressante. Puis moi, justement, ça m'amènerait un peu à revenir un petit peu en arrière avec toi pour voir c'est quand la première fois que tu as goûté vraiment à l'huile de caméline? Comment ça s'est passé? Ça a été quoi la rencontre entre Chantal et la caméline? Ça fait pas très bien. Je me dis, oh boy. Donc, alors la caméline a été introduite par un chercheur allemand qui venait parler aux producteurs agricoles, qui venait faire une conférence. Puis, on parlait de biodiversité dans les champs. Puis, le début de la synergie des plantes. Donc, amener une nouvelle plante qui va fixer des éléments pour pouvoir permettre aux autres plantes de mieux produire. C'était ça l'idée derrière. Le chercheur allemand est venu parler de ça. Puis, il a parlé de la caméline. Puis, notre agronome, puis il nous a dit, peut-être qu'on pourrait essayer ça. Fait qu'on, oui, pourquoi pas. Fait qu'on l'essaie. En fait, c'est mon mari, Raymond. On essaie ça. Attends, pour là, on s'en allait vers, je suis allée vers là, mais ta question, je veux juste revenir. Là, ta rencontre avec la caméline. Alors, c'est ça. Fait que finalement, ils vont aux États-Unis, au Minnesota, parce que là, il y avait des producteurs, puis il y avait l'Université du Minnesota. Fait qu'il revient avec une bouteille d'huile de caméline dans une bouteille de plastique. C'était pas bon. Là, je me dis, oh boy, aucune chance qu'on donne ça à des humains. Fait qu'on se dit, peut-être qu'on préfère quelque chose. On avait à ce moment-là un troupeau de bœuf. Peut-être qu'on préfère de la viande qui soit riche en oméga 3, mais les humains. Bon. Ouais. Puis là, parce que tu dis que c'était pas propre à la consommation humaine parce que c'était utilisé justement pour le bétail, pour.
Ben, c'est parce que le goût n'était pas bon. OK, c'est ça. On se dit, le goût n'était pas intéressant. Bon, c'est ça, amener ça. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que là, on est en 2007. Donc, je veux dire, on parle juste d'huile d'olive, de canola, c'est de tout. Voilà, tu sais. Bon, alors là... Après ça, on fait différentes recherches. On essaie de trouver d'autres variétés ailleurs. Puis on fait venir d'autres variétés d'un peu partout, différentes dans la région du monde pour s'apercevoir. Puis là, on fait des essais au champ, on récolte, on les presse, on analyse, puis on goûte aussi, tu sais. Puis là, on s'aperçoit que, tu sais, cette variété-là est plus douce. Puis elle est plus chou, puis elle est plus noisette. Puis là, finalement, tu sais, on a fait ça pendant 8 ans. Wow. Tout avec des petites parcelles. Puis en même temps, il fallait apprendre comment la cultiver. Il y a pas un rendement qui soit assez intéressant pour avoir un prix qui soit assez intéressant. Fait que là, finalement, on a travaillé ça. Puis fait que c'est là qu'on est venu faire. En fait, comme les Français sont si bons pour le faire, ce qu'on a fait, c'est un assemblage, comme ils font avec les vins. Donc, on a assemblé différentes variétés ensemble, qui font comme notre secret de caramel, qui sont vraiment à la base de notre marque de commerce. Donc, présentement, on est allé en France l'année passée, puis là, on a présenté la caméline, l'huile de caméline vierge ou torréfiée. Puis, en fait, on leur a présenté l'huile de caméline, puis là-bas, le chef français, il dit « Ouais, mais j'en ai ici en France. » Mais finalement, en goûtant, il disait, la vôtre est meilleure. Mais je sais que la nôtre est meilleure. Je sais pourquoi. Parce que nous, on a fait un assemblage. Wow! Là, t'es sorti du petit créneau de l'huile qu'on peut imaginer. Tu sais, commencer à faire des assemblages dans le niveau de l'huile. Là, c'est ça, on change de catégorie. Justement, tu parles du vin. On se rapproche à quelque chose de vraiment plus travaillé, plus en finesse. Là, en finesse. Puis c'est ça aussi, tu l'as nommé, mais vous avez travaillé 8 ans. 8 ans à faire du recherche et développement. C'est quand même vraiment impressionnant de se dire que tu as travaillé pendant ce produit aussi longtemps. Sans revenu ou comment que ça marchait à ce moment-là? Ben, moi, j'avais à ce moment-là mon autre. Moi, je suis une physiothérapeute. J'étais à ce moment-là. Fait que moi, je regardais, je participais, mais c'était un sideline. On regardait ça. Puis avec la ferme, la ferme a ses autres cultures. Donc, il y avait des petites parcelles de champs qui étaient utilisées pour ça. Mais quand même, on a quand même mis des efforts là-dessus. Puis des dépenses quand même là-dessus, dans le but d'apprendre à la cultiver, parce que c'était quand même faisait partie d'un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Puis, la raison pour laquelle on a voulu intégrer la caméline, il y avait 2 raisons principales. Premièrement, c'est qu'on voulait améliorer la rotation des cultures, la biodiversité. Donc, en rotation des cultures, on est en grande culture, nous, on est en Montérégie. Fait on voulait introduire une rotation de culture de crucifères pour améliorer la biodiversité. Ça faisait partie d'une des missions. Puis l'autre mission, moi, avec mon côté aliment, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation, puis je cherchais des sources d'oméga 3 pour mon alimentation à ce moment-là, pour ma famille. Donc, je suis comme, wow, une huile qui contient 35% d'oméga 3, puis que personne n'en parle, mais c'est passé quoi dans l'histoire pour qu'on oublie ça? Tu sais, comme... C'est quoi le bug, là? Fait que finalement, on essaie de trouver, puis finalement, il n'y a pas de bug. Ça a juste été oublié. Puis en même temps, c'était rendu beaucoup en Russie, en Ukraine, tu sais, toute l'histoire aussi, la politique. Ça fait que ça a été mis de côté, un peu, dans le fond. C'est fou. Fait que là, à ce moment-là, tu le savais, là, tu détenais quand même quelque chose. T'avais le petit produit génie, avec l'idée de génie derrière ça, que tu as dit, ça vaut la peine de travailler ça pendant 8 ans. Après ça, ça a été quoi les démarches? Quel sacrifice t'as fait pour te rendre à développer ce produit-là pendant si longtemps? Il y en a beaucoup. On a voulu, à ce moment-là, avec l'Université Laval, on s'est associé à l'Université Laval parce que l'objectif premier, là, on s'est dit, on va commencer avec l'animalier parce qu'on était plus là-dedans. On pourrait-tu faire de la viande de bœuf oméga 3? L'idée était hyper intéressante. Fait qu'on se trouve un chercheur à l'Université Laval, une entreprise, puis c'était hyper intéressant. Puis là, finalement, le projet a été aboli. En fait, il a commencé, puis là, comme le projet commençait, il a été aboli. OK. Obligé par Santé Canada parce que la caméline n'était pas encore approuvée comme aliment et chacune des vaches qui allait ingérer la caméline devait être incinérée. C'est épouvantable, hein? What? Franchement. C'est effrayant. Alors là, on a fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que ça nous a complètement breaké dans cette innovation-là. On a pris quelques années de break en essayant de se remettre de ce choc-là parce qu'on se disait... C'est une absurdité, là. Effectivement, mais bon, c'était... les règlements, c'est difficile à changer, là. On peut pas... Alors, après ça, on s'est dit, mais là, peut-être que, moi, je disais, dans l'alimentation humaine, on cherche différentes variétés. Fait que c'est là qu'on est venu avoir cette idée-là. Puis, on était aussi producteur de blé.
Puis, mon mari, Raymond, il donnait une conférence aux producteurs comme producteur de blé avec des moulins sous l'ange et d'autres. Bon, finalement, il fait une présentation de sa façon de produire le blé. Puis, le VP de métro est là pendant qu'il fait la présentation. Fait que là, il fait la présentation, puis il plug la caméline. On s'en revient avec ce produit-là. Le VP de métro est là, M. Boulanger, puis il vient donner sa carte. Il dit, il y a des produits pour nous. Il y a des produits... chez nous, il y a de la place pour des produits comme vous. Wow. Alors, voilà. Fait, finalement, je reçois un téléphone un mois plus tard de métro. Écoutez, on va vous intégrer, tu sais, puis voilà, j'attends un petit peu, je n'étais pas tout à fait prête, mais finalement, tu sais, 2 mois plus tard, on est rentré chez Métro, à 5 saisons, à Montréal-Outremont, avec le produit de caméline. Wow. Puis comment ça s'est passé, justement, parce que là, comme tu le disais, tu sais, là, vous étiez comme à un stade quand même encore préliminaire, on pourrait dire, dans le développement de la caméline. Le Métro qui arrive, qui probablement devait demander un certain volume, ou tu sais, comment vous êtes adapté face à ça? Bien, ça, on avait réussi. Là, j'ai commencé quand même avec 11 000 litres. OK, quand même. Pour commencer. Qu'on a vendu dans les premiers 12 mois, on les a vendus, nos 11 000 litres. Wow! Ouais, incroyable. On les a vendus. Mais il y a eu toute une histoire, tu sais, puis peut-être que ça, je peux en parler parce que, tu sais, d'arriver sur le marché avec un produit que personne, je veux dire, même caméline, je veux dire, ça prenait comme 3 fois avec les gens. C'était extrêmement, je veux dire, tu sais, on disait, une fois qu'on a tout fait la production, là, on se lève les manches, là, puis là, il faut faire la mise en marché. Là, ça commence, parce que... C'est ça, malgré que ça soit super compliqué de produire, mais le mettre en marché, c'est encore avec un produit que personne ne connaît même l'existence, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que vraiment, ça, c'est une grosse mise en marché. En même temps, tu sais, j'ai voulu m'associer avec d'autres personnes. Je voulais faire une entreprise de couple. Moi, je voulais avoir une entreprise qui soit beaucoup plus dynamique, en fait. Fait que finalement, j'ai des neveux qui ont voulu embarquer, qui m'ont dit « Ah, moi, j'aurais le goût d'embarquer avec toi. » Fait que finalement, des neveux, des nièces. Fait que finalement, l'entrepreneuriat a changé un peu au cours de l'histoire, mais tu sais, on est quand même parti avec différentes personnes de ma famille. Fait qu'au début, on était 7 actionnaires. Maintenant, on est rendu 6 actionnaires. Puis, un de mes neveux qui est avocat, un autre qui est agronome, un autre aussi qui est agriculteur. J'ai quelqu'un au niveau du contrôle qualité. Il y a moi, mon mari. Fait que, tu sais, tout ce monde-là, on a chacun un réseau de contacts, puis une expertise différente, puis une vision différente. Puis c'est parfait. Moi aussi, tu sais, mon conseil d'administration, tu sais, ils sont importants pour moi parce qu'ils me challengent puis ils me poussent à aller plus loin, là, vraiment, tu sais, c'est ça. Ah, c'est impressionnant comme ça, tu sais, s'entourer d'une belle équipe. On en parle souvent, tu sais, dans l'entrepreneuriat, oui, les réseaux de contacts, ça, mais tu sais, ça devient exponentiel finalement, tu sais, toutes ces personnes-là ensemble créent un tout qui est beaucoup plus fort qu'une addition individuelle de quelques individus. Tout à fait. C'est en plus, ça reste dans la famille. C'est un projet familial, c'est magnifique. Fait que chacun est là pour son expertise. Ouais. Alors, quand on a commencé dans notre garage. Donc, on a transformé le garage pour répondre au nom du MAPAC. J'adore cette histoire. Là, je dis souvent comme Apple. Oui, c'est ça. Les meilleurs projets démarrent toujours dans des garages. Exactement. Non, mais ça nous a permis quand même de déléguer 35 % de notre budget en marketing. Donc, un budget de 35 % en marketing. Énorme. Puis, on a besoin d'une force de marché extrême, là, super importante pour pouvoir percer le marché avec un produit que personne ne connaît même de nom. T'sais. Alors, on a fait ça. Puis ensuite, on via justement Marc-Antoine, qui est mon neveu. Il a dit « Ah, moi, j'ai des contacts au Reflet, le journal. » Bon, fait que finalement, ils viennent nous filmer, ils viennent nous poser. Puis là, je leur dis « Pouvez-vous me l'attendre un petit peu avant de mettre en marché, de poster l'article, le temps qu'on s'organise un peu, là, parce qu'on commençait. » Il ne faut pas brûler le... Ouais, puis finalement, il m'appelle le lendemain « Écoute, vous faites le front page la semaine prochaine. » Ah boy! Fait que là, finalement... Le front page! Fait que là, je suis comme « Ben ça, c'est super, mais on n'était pas prêts. » Alors, écoute, j'ai nommé plein de points de vente dans lesquels que je me disais, que je visais à aller chercher dans ma liste. Je les ai nommés en leur disant qu'on était là, mais alors que je n'étais pas allée encore les rencontrer. Fait que là, on nomme les points de vente dans le journal, puis là, après ça, je vais voir chacun de mes points de vente, puis j'ai dit, écoutez, mais j'ai nommé qu'on serait ici. Fait que... Wow. Ça, c'est un petit peu le fake it till you make it, hein? Il y a un petit quelque chose là-dedans. Là. Voilà, écoute, on l'a provoqué, fait qu'on dit, OK, puis bravo. On dit, ouais, tu sais, puis là, finalement, au cours de cette semaine-là, ils nous ont appelé plusieurs fois, tous ces points de vente-là, pour dire, écoute, j'en ai plus, veux-tu nous en... Puis tellement, ça fut ça. Cet article-là a été republié à d'autres endroits, à travers la province. Ah ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui nous appelle du Conseil de la transformation alimentaire du Québec pour me dire, vous devriez vous inscrire à un concours d'innovation en alimentation. On dit, parfait. Fait qu'on essaie de s'inscrire. Finalement, le règlement
nous, une fois qu'on était prête, en fait, on a fait 8 ans de recherche et développement, mais une fois qu'on était prête à faire la mise en marché, on a créé Oliméga pour la caméline. Donc, fait que notre entreprise, à ce moment-là, avait quelques mois d'existence. Puis là, le règlement au niveau du Conseil de la transformation alimentaire du Québec disait que l'entreprise devait avoir au moins 1 an d'existence. Donc, alors finalement, en conseil d'administration, ils ont changé le règlement. Pour vous autres? Pour nous autres. Puis là, on a appliqué et on a gagné. Alors là, on parle des gros transformateurs industriels. Tu sais, je dis, c'est des Saint-Hubert, des Ménard, tu sais, des gros, là. Les gros joueurs, là. Des gros joueurs. Alors, nous, on arrive avec notre petit vent de fraîcheur, notre produit, et on gagne. Incroyable. Alors, ça nous a donné une super de belle visibilité. Encore, tu sais, on a passé dans différents journaux, puis grâce à ça, on était en relation de presse. En tout cas, ça nous a aidé à continuer, tu sais, puis aller chercher. On a utilisé beaucoup de concours pour faire connaître, tu sais. Fait qu'au printemps, il y avait le CIAL de Montréal, le salon de l'industrie alimentaire c'est international, le CIAL. On a présenté notre produit, puis il y a des produits de partout à travers le monde. Là. C'est très réputé, le CIAL. Puis on était dans les 10 finalistes. Wow! C'est incroyable. Félicitations. Là, pour eux, vraiment... ça témoigne de la qualité du produit puis de tout le travail que vous avez fait. Puis l'innovation. On est en avant du train. C'est dur d'être en avant du train, là? Oui, c'est ça. Hein, vous êtes un peu le petit team qui est en avant du peloton qui mange un peu tout le vent de face. Exactement. C'est beau parce qu'on le sent, vous étiez certainement passionné, puis le produit était certainement excellent. Mais tu sais, tout le monde qui a pu s'approcher du projet, tu sais, comme là, du monde qui ont rechangé le règlement pour participer, Métro qui vous a rencontré. Déjà, je pense que n'importe qui vous côtoyait sentait qu'il y avait quelque chose de très fort dans ce que vous teniez, tu sais. C'est quand même vraiment impressionnant, ouais. Mais on a vraiment une équipe extraordinaire, là. Mes associés sont pas présents au quotidien au travail parce qu'ils ont aussi leur autre entreprise, tu sais, ou leur autre entreprise. Mais ils sont présents au bout du téléphone, puis ils sont présents au conseil d'administration, puis l'équipe est très, très solide. Ça, d'être bien entouré, c'est tellement précieux. Bien, puis parlons-en justement au niveau d'être bien entouré, parce que là, comme ça, on a nommé un peu les rencontres fortuites. Bien, la rencontre fortuite avec Métro, ensuite avec le concours qui vous a comme... qui a changé le règlement, comme Mike disait tantôt. Mais y a-tu, sinon, mis à part ça, d'autres rencontres qui ont été vraiment comme déterminantes dans la création de l'Oliméga puis dans la création de l'huile Signy-Caméline aussi en soi? Bien, il y en a plein. Si je commence à les nommer, je vais en manquer. C'est ça que notre agronome, Carl, il a fait un travail extraordinaire là, pour nous aider à développer puis à comprendre, puis à améliorer notre rendement. On a tous nos producteurs. Fait que nous, on est producteurs agricoles, on fait la transformation, mais nous seuls, on ne peut pas juste produire nous seuls, parce que c'est trop risqué pour le volume où on est rendu maintenant. Fait qu'on est via Guillaume, qui est aussi mon associé et agronome, Guillaume. Donc, il y a un de ses amis qui était aussi agronome au Témiscamingue, Danick. Donc, Danick, lui, est allé chercher un réseau de producteurs agricoles. Alors, on a commencé avec 2, 3. Puis là, on est rendu avec une dizaine de producteurs agricoles avec lesquels on collabore et qui font partie de notre force, parce que, au Témiscamingue, les terres coûtent moins cher comme en Montérégie. Puis parce que c'est une région nordique, parce que la caméline est une plante nordique, parce qu'elle résiste au gel, parce que c'est une courte production. Écoute, ça fonctionne à merveille au Témiscamingue. Puis, donc, on a une dizaine de producteurs avec lesquels on travaille, qui sont tous chapeautés par le travail de Danick, là-bas, Danick Sarrazin, qui est au Témiscamingue, à Ville-Marie. Fait que ça, c'est super précieux. Tout ce réseau-là qu'on a mis en marché, puis ces producteurs-là agricoles qui sont nos alliés, on est partenaires avec eux. On partage les coûts avec eux, ils font partie de l'équipe, ils font partie d'équation. Fait que ça, c'est super important. Vraiment, 100%. Bien dit, effectivement. Puis on a plusieurs chercheurs. On a réussi à travailler, à augmenter le rendement. Quand on a commencé le rendement, on avait à peu près 1,2 tonnes à l'hectare au niveau du rendement, qui était comme pas super. Mais c'était mieux que le 0,5 qu'on avait quand on a commencé, ou pas de production pendant toutes certaines années. T'sais. Puis là, il y a certains producteurs qui montent jusqu'à 2,3, 2,4 tonnes à l'hectare selon les champs, selon le... Fait qu'il y a tout ce travail-là au champ qui a été fait en recherche qui nous a permis de
vraiment optimiser notre culture puis de rendre ça intéressant comme culture agricole aussi, tu sais. Qui augmente la biodiversité, ça augmente la santé du sol. Il y a tellement d'avantages au niveau environnemental, tu sais. On travaille avec un apiculteur au niveau de la pollinisation, des fleurs, tu sais, puis ça donne du miel extraordinaire. Ah ouais! Tellement doux, tu sais. Fait que tout ça fait partie de l'écosystème pour avoir une empreinte génétique, une empreinte environnementale qui soit basse, puis améliorer la diversité du sol puis la santé des sols. J'imagine que vous devez commencer à faire un beau cas de figure aussi, même au niveau agronomique, pour la communauté. C'est ça, la communauté agronomique doit quand même venir faire des tours chez vous, étudier un peu ce que vous faites. Oui. On perce dans un marché. Tu sais, le marché des grandes cultures, c'est un marché de grosses cultures. Hein? Il y a ça, ça prend toute la place. On est content de voir des champs de caméline parce qu'on amène des champs fleuris, puis on les voit, les insectes pollinisateurs. C'est beau, là, on amène une diversité, il y a quelque chose de différent. Fait qu'on se perce. On perce dans ce milieu-là. Ça demande beaucoup de... On est du milieu agricole, on le connaît, le milieu agricole, mais ça demande énormément de force, tu sais, pour pouvoir arriver à avoir une assurance récolte, d'être reconnu. Tu sais, je veux dire, on est en marché depuis 2015. Hein. On a commencé, là, c'est la première année en 2023 qu'on avait droit à l'assurance récolte. C'est fou la force que ça prend pour amener... quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, puis une émergence de nouvelles productions agricoles. Ouais, il faut être bien entouré. Ça se fait. Ouais. Mais je sens quand même maintenant qu'il y a plus d'ouverture. Tu sais, je pense qu'on commence à avoir une plus grande ouverture, à comprendre l'importance de la biodiversité. On est présentement en pause Pacini avec Geneviève Nadeau. Alors, Geneviève Nadeau, tu es directrice de la bienveillance. C'est quoi ça chez Pacini? La bienveillance, je dirais que ça englobe la responsabilité sociale. Donc, ça peut être le bien-être des employés, l'approvisionnement local, l'environnement. Donc, l'amour, finalement. On n'aime pas ça, la chicane chez nous. Yes! Non, mais beau, ça. Puis, dans le fond, on va pouvoir enchaîner. Nous, on a une question qui nous pend au bout des lèvres. Dans une grande chaîne, on sait que chaque geste peut faire quand même une très grande différence. Puis vous, chez Pacini, comment vous faites pour réussir à réduire votre empreinte écologique? Oui, l'environnement, je pense que toutes les entreprises... c'est pas juste un enjeu individuel. Hein? Vous et moi, oui, c'est ça. Vous et moi, on peut tous faire quelque chose pour améliorer la santé de l'environnement, mais c'est systémique. Donc, toutes les organisations doivent mettre la main à la pâte. Et nous, ça a commencé il y a 18 ans, en fait, tout ça, parce qu'on avait un franchisé à Montréal, Michel, pour ne pas le nommer, qui avait des bouteilles d'eau en plastique. Bon, on avait des bouteilles d'eau en plastique. Là. Il y a 18 ans, c'était pas aussi tendance. Et lui, il a dit, voyons, on pourrait avoir des bouteilles d'eau réutilisables. Et c'est comme ça que sont nées les fameuses bouteilles d'eau de Pacini. Yes. Alors, c'est le fun parce qu'on a un système de filtration aussi direct en restaurant. Donc, évidemment, on les lave suite à leur utilisation. On les remplit. Vous me rassurez. On a de l'eau gazéifiée aussi. Ça, c'est le fun parce que souvent, on paie pour avoir de l'eau gazéifiée en restaurant. Là, on l'a gratuitement. Et là, cette année, on a décidé d'emboîter le pas, d'aller un peu plus loin avec ça, avec un système de gestion responsable de l'eau. Alors, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser autant les clients que les employés à la surutilisation d'eau potable. Donc, on a émis notamment des petits coupons. Donc, on a collé sur des murs dans la toilette des affiches, des collants qu'on a mis près de la plonge en cuisine pour toujours rappeler à nos employés ou aux clients, quand tu ouvres le robinet, ferme le robinet si tu te laves les mains pendant que tu te savonnes. Ou encore, si tu mets 2-3 assiettes dans le rack à vaisselle, c'est pas maximiser l'utilisation de l'eau. Il faut vraiment remplir le rack à vaisselle avant de laver tout ça. Donc, plein de petits gestes comme ça qu'on essaie de faire au quotidien pour sensibiliser l'ensemble de nos employés et de nos clients. Yes, écoute, c'est des très belles initiatives. Merci Geneviève de ton passage. Merci ici. À vous. Et merci Pacini pour la pause Pacini. Salut. Oui. En tout cas, je trouve ça vraiment magnifique. On le sent depuis le début. Il y a comme vraiment cette espèce de désir-là d'innovation. Puis de ce qu'on a compris, ça continue encore aujourd'hui parce que là, on met l'huile à côté. Vous vous retrouvez, tu l'as nommé tantôt un peu, mais vous vous retrouvez après l'extraction avec le tourteau, qui est finalement, comme tu disais, la farine, si on veut, de la caméline, qui est le coproduit de la production. Puis là aussi, je pense que c'est quand même le fun qu'on puisse en parler parce que quoi faire avec ce beau produit-là? Il y a de la recherche et développement aussi à ce niveau-là. Là. Oui. Puis c'est tout le travail qu'on a fait avec l'huile depuis le début.
notre huile vierge, notre huile torréfiée. On reparlera de l'huile torréfiée tantôt. Oui, on n'a pas fini. Moi, je parle de l'huile torréfiée, absolument. Ben oui. Là, on recommence avec le tourteau. Parce que là, on est les seuls à avoir ce produit-là au Québec. C'est un produit hyper intéressant au niveau de ses valeurs nutritives, mais c'est hyper réglementé. Il y a de la réglementation. Tu sais, j'ai l'impression de me retrouver la même chose qu'avec l'Université Laval en 2009. Tu sais. J'ai l'impression de me retrouver au même endroit avec Santé Canada, l'Agence canadienne, puis tu sais, tout avec un gros volume pour nous, mais finalement qui n'est pas assez gros pour l'industrie, donc qui est autorisé pour 10 % au niveau de la volaille. Mais notre 250 tonnes, qui est quand même gros dans un silo, c'est 250 tonnes, mais pour la production d'œufs, c'est une goutte d'eau dans un océan. Là. Fait que c'est sûr que ça... Bof, tu sais, on viendrait nous revoir quand vous avez des milliers de tonnes. On va y arriver, là, mais pour l'instant, on n'est pas là. On va y arriver, comme ça. On va y arriver pour l'instant. Alors là, c'est vraiment d'essayer de trouver une valorisation pour ça parce que ça fait toute la différence au niveau de notre coût de détail. Tu sais, on est capable de chercher une bonne valeur pour le tourteau, mais c'est 70 % de nos grains. Là. Ben oui. Ça influence beaucoup comment on est capable de diminuer notre coût d'huile pour le marché du détail. Puis en même temps, mais c'est un beau produit à valoriser. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de, après plein d'essais dans différents milieux, puis finalement, on est très créatif. Ça fait partie de nos valeurs, la créativité. Alors, comment on peut faire comment on peut le valoriser? Puis finalement, ce qu'on est en train de développer, c'est des bouchées pour les chiens, pour les chats, pour les chevaux, à partir de ce produit-là. Fait qu'on est, on est en recherche et développement. On sort la recette sous peu. Là. En fait, on a la recette. On est en test de production. OK. Nice. Puis ça, c'est vraiment en gâterie pour chevaux, pour chiens. Parce qu'il y a beaucoup d'acides aminés, donc des protéines essentielles dans le tourteau. Il y a encore des oméga-3, tantôt, comme j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup d'huile encore dedans. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient super intéressant. Aussi, ce qu'on va faire aussi, c'est faire des petits suppléments pour les poules. Tu sais, fait que, présentement, tous ceux qui ont des poules de ville. Oui. Donc, la seule gâterie qui existe, c'est les verres séchés, un peu, les verres de farine. Ouais. Alors là, on va arriver avec un supplément qui est le tourteau qu'on a emmené en granules, en petits cubages granules, puis qu'on va pouvoir leur donner. Puis en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des oméga-3 aux œufs. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Ouais. Super intéressant. Puis, les poules en raffole. Je m'excuse. En raffole. Les poules en raffole. Je suis trop excitée. Je suis trop excitée de ça. Parce que c'est vraiment une belle valorisation qu'on a trouvée. Fait que pour le marché des gens qui ont des poules de ville ou des poules, les gentleman farmers, dans le fond, là, qui est des poules pour le plaisir et non pour la production agricole. C'est ça, nous, je nous vois à la maison, là, on a, avec nos 25 poules, ça serait vraiment cool de pouvoir apporter ça, là, puis qu'on se retrouve finalement, nous aussi, avec des œufs. Avec des œufs qui ont des oméga-3, avec une coquille qui est plus dure. Fait qu'il y a plein d'études qui montrent comment c'est intéressant. Avec la coquille plus dure en plus. Ouais. On pourrait éliminer peut-être les suppléments, parce que dans l'alimentation, des fois, on va porter la coquille d'huître en poudre, en granule pour justement la coquille. Fait que ça pourrait peut-être même remplacer ce supplément-là. Ouais. Très cool. Tout en venant emmener un produit qui est en économie circulaire. Là, dans le fond, on réutilise un produit qui a des belles valeurs. Fait que là, c'est toutes les portes fermées qu'on a eues. Finalement, ça nous a emmenés vers là. Puis là, on est content de notre idée. Puis on a juste... je suis vraiment très excitée. J'ai vraiment hâte. Là, c'est ce qu'on va faire en 2024. Là, mettre donc le supplément pour poules. Il y a aussi un supplément pour chevaux qui s'en vient aussi. Là, hier, je parlais avec un vétérinaire qui me disait comment les chevaux ont apprécié aussi le supplément. Donc, un supplément d'oméga-3 et d'acides aminés pour les chevaux qui est super intéressant. Puis tous ces biscuits-là, aussi les 3 types de gâteries qu'on va emmener, tout ça avec notre tourteau. Wow! C'est magnifique. Puis, pour revenir aussi même sur le point, premièrement, c'est super cool. C'est des beaux projets, je pense, justement, qui vont avoir lieu. Puis, c'est le fun de pouvoir réutiliser ça puis incorporer ça dans l'alimentation animale aussi. Je pense que c'est vraiment chouette. Mais sinon aussi, niveau vraiment le réutiliser plus dans le secteur alimentaire traditionnel, c'est quoi, mettons, au niveau réglementaire qui bloque le plus? T'sais? C'est parce que c'est une grande histoire. La protéine de caméline, on a vu les graines de caméline ou le tourteau réagissaient positivement à la moutarde dans des tests d'allergènes en laboratoire qu'on devait faire dans notre contrôle qualité. Puis on pensait que c'est parce que les graines de moutarde et de caméline se ressemblaient étrangement au niveau de leur taille. Alors on se disait que c'était une contamination extérieure. Mais on apprend là, parce qu'on est les seuls. Là. Fait qu'on apprend au fur et à mesure, au fil des mois et des années. Puis finalement, on a enlevé tous les graines de moutarde, puis on leur a fait analyser, puis on a fait encore de l'allergène.
allergène. Mais pourquoi? C'est une contamination physique des grains? Puis finalement, en parlant des chercheurs, on a réalisé que finalement, c'est probablement l'allergène, la molécule de protéines qui se ressemble, les deux se ressemblent étrangement. Donc, ce qui fait que même si c'est pas une moutarde, la solution que les laboratoires utilisent, ça teste positif à la moutarde, donc la nôtre aussi teste positif. C'est vraiment c'est quelque chose de technique, puis on s'est dit, c'est vraiment trop compliqué, on s'en donne là. Fait que c'est quelque chose au niveau vraiment de la protéine moléculaire qui a une assemblance sans que ce soit un allergène. Sans que ce soit un allergène, mais c'est comme ça un peu le bas qui blesse, c'est le fait qu'il y ait un possible allergène dans les... Oui. Fait que d'amener un nouveau produit qui a possiblement un allergène, c'est sûr que ça amène une trop grande difficulté. Ça amène trop un gros frein. On essaie toujours de trouver la porte qui est la plus facile à ouvrir. Puis on se dit, celle-là, elle vient de se fermer. Là, elle est vraiment dure à ouvrir. Fait on va essayer de trouver une autre porte plus facile. C'est vraiment, dans notre raisonnement, c'est vraiment ça physiquement qu'on pense. Donc, celle-là, cette porte-là s'ouvre plus facilement. Allons voir de ce côté-là, ça va être plus facile. C'est ça l'innovation. C'est ça que j'allais dire. C'est ça l'innovation. Si tu regardes toutes les portes, tu vas trouver celle qui fit avec la direction. Qui a plus de sens. C'est super intéressant quand même. Puis sinon, niveau... moi, je serais curieux même de voir avec toi, Chantal, niveau... Là, on a parlé de l'innovation au niveau du tourteau, tu sais, puis de comment, justement, vous avez réutilisé ça. Mais j'imagine que même vous avez dû commencer à développer un peu, même en termes d'innovation, vos techniques de récolte, même à certaines échelles, comment vous avez développé l'usine ou l'endroit de transformation, de production. Il y a dû avoir comme beaucoup d'énergie aussi, puis de réflexion qui a dû être mise justement dans l'innovation à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Puis je m'excuse, je veux juste revenir à la question d'avant pour l'alimentaire, mais j'ai oublié de dire quelque chose qui est super important. Oui. On est en train de développer une sauce shoyu. Oui. Puis là, vous avez entendu parler avec notre bon ami Julien Clos. Avec Julien. Oui. On va recevoir aussi sur le balado. Quelle belle personne, Julien. Là, il est tellement innovateur. Fait qu'ensemble, écoute, on a eu nos chefs, on a pensé à ça, puis on a une belle échange d'idées. Fait que vraiment, Julien, avec ses connaissances de la fermentation, il nous arrive avec une sauce shoyu à partir de caméline et non à partir du soya. Donc, une sauce soya. Un peu, mais caméline. Oui. À partir de la caméline du tourteau torréfié en économie circulaire. C'est brillant. C'est vraiment facile. On va certainement même en reparler avec Julien parce que lui aussi est un grand innovateur. Il a trouvé les produits le fun à travailler. Puis il nous en avait parlé, là, qu'il était bien fier de travailler avec tes produits. Fait que dans un prochain épisode, on va revenir sur ce petit sujet-là aussi. Yes, absolument. Là, c'est des petits points de suspension. Il fallait absolument, je le dis, j'écoute ça. Oui, merci d'avoir bravo. L'innovation, c'est sûr. Écoute, on a été 2 ans dans le garage, puis là, dans notre garage, puis après, moi, je dis, là, quand on était à envoyer notre première palette complète chez Avril, on a dit, OK, let's go. Il y a une réponse, ça va fonctionner, donc on y va dans une construction d'usine. Fait qu'à partir du moment que tu vas dans une construction d'usine, là, tu changes de game. Là. Oui, c'est ça. Là, les frais fixes, c'est là, il faut que tu produises parce qu'il faut que tu paies ton usine, il faut que tu paies tout ton financement. Fait ça nous a pris 1 an à faire le processus recherche de financement de bons partenaires. On a construit une usine munie de panneaux solaires. Donc, en fait, on était très innovants aussi. Donc, avant, j'ai commencé par les panneaux solaires. J'ai commencé ça. Donc, munie de panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est le premier projet comme ça qui existait, qui s'est fait au Québec, des panneaux solaires verticaux, munis d'une chambre à air derrière. Puis tout ça, ça permet d'économiser 40% d'énergie du bâtiment avec des journées comme, tu sais, ça qui fait froid, l'hiver, c'est ensoleillé, ou même l'été, je vous dis, les panneaux solaires aussi fonctionnent. Mais l'hiver, on va récupérer l'air de la chambre à air pour l'emmener dans nos quais de ventilation. Wow. Fait que c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas un panneau solaire pour faire de l'électricité en soi. C'est un panneau solaire pour aller chauffer de l'air qui va être... C'est les 2 fonctions. C'est les 2 fonctions. Donc, la chambre à air et les panneaux solaires. Fait que c'est les 2 fonctions les 2 reliés dans un même panneau. Wow. Exactement, qui s'ajoutent ensemble, qui fait que ça va se fournir 40% de l'énergie du bâtiment. Wow, 40%, c'est énorme quand même. Oui, on est vraiment fiers de ça. Puis ça fait partie de nous, c'est ça. L'innovation, puis après les meilleures pratiques, ils l'ont fait dans d'autres... Après ça, ils l'ont fait chez Olimel quand même. Fait que c'est ça. Chez nous, ils l'ont fait chez Olimel, deuxième pratique. Donc ça, puis ensuite, dans notre vision de vouloir toujours réduire notre empreinte écologique puis de réduire nos coûts naturellement à partir du garage pour aller dans une usine, c'est une grosse bouchée. On s'entend même. C'est une grosse bouchée. Puis alors, on est allé à Montréal, il y avait un bâtiment qui se détruisait. On est allé récupérer des panneaux de plafond, des toilettes, des lavabos. On est allé récupérer 35 portes qu'on a défaites à la masse dans les murs, qu'on a ramenées chez nous, qu'on a peinturées. Mais tu sais, dans notre usine, on a 32 portes.
neuf, c'est 1 000 la porte. Oui. Mais nous, on les a payés 100 On les a payés 100 on les a peinturés, puis on a installé nos portes. Bravo, Brillant. c'est vraiment cool. Brillant. Puis en même temps, d'économiser, mais aussi, je veux dire, ça, c'est détruit, ces usines-là. Oui. Sinon, ça alors, va à la il y a scrap. plein de matériaux là, qu'on jette parce qu'on fait juste démolir. Ah, si on se de tellement pas du nombre de déchets qu'on crée face aux rénovations, destruction de bâtiments, là, c'est inimaginable. C'est incroyable. Et on en a ramené là, du stock de cet édifice-là, tu sais, puis la génératrice, écoute. Alors, puis de Bombardier qui s'est défait de stainless steel en français. L'acier inoxydable. Donc, on a récupéré pour faire toutes nos bonnes murs pour pouvoir avoir la certification de contrôle qualité. Alors, l'ingéniosité, les contacts, c'est ça qui nous a permis d'avoir... On a construit une usine vraiment à bas coût par rapport au marché. Très cool. C'est vraiment, Puis en plus, on est content parce qu'on a utilisé moins d'acier puis moins de... utiliser des matériaux qui, sinon, se seraient retrouvés à la scrap. Tout fait tellement du sens, tu sais. Si tu le disais, il y a un niveau économique, il y a un niveau, tu sais, de bonne conscience, d'avoir des meilleures pratiques, d'innover encore. Tu sais, 1000 fois bravo, c'est vraiment cool. Faut être capable d'aller avec nos masses. Passer des journées à... Ça demande du travail. Ça demande plus de temps, certainement, plus de travail. Mais ça en vaut la peine. À la fin, on est fiers de ça. On est fiers de ça. Puis je suis fière de vous le raconter aujourd'hui parce que je dis, c'est ça qu'on fait, nous. Merci. Puis, écoute, bravo. Déjà là, c'est quand même très innovant. Sinon, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui, à certains degrés, ont justement d'autres secteurs où ce que vous avez innové aussi, où ce que vous avez poussé? Oui. Alors... en fait, on est parti avec l'huile vierge. Puis ensuite, il y avait un chef qui me demandait, Arnaud Marchand, qui est chef de Québec du bistrot Boréal à Québec, sur le Saint-Jean. Alors, Arnaud voulait avoir des graines de caméline, tu sais, puis déjà, Arnaud, c'est ça que tu veux vraiment, tu sais, puis j'envoie ça comme, ça se mange, ça, c'est des semences. Pour moi, c'était les semences, puis j'envoie ça en Ziploc, puis je dis, c'est vraiment ça que tu veux, Arnaud? Ah oui, c'est parfait, tu sais, puis finalement, après quelques fois, je me dis, on va analyser qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis tu sais, on se dit, bon, on va peut-être, finalement, on s'aperçoit que c'est une protéine végétale, puis qu'il y a plein de minéraux super intéressants, il y a encore des oméga 3 naturellement. Puis là, finalement, on s'est aperçu que ça n'existe pas sur le marché. Donc, bon, on est les premiers. Bon, on peut-tu le mettre en marché? Tu sais, c'est toujours ces questions-là. Fait que, tu sais, ça a été long encore de Santé Canada, savoir si on était capable de le mettre en marché. Après 2 ans, on a eu la réponse. De longue haleine, hein? Ah, c'est quelque chose. oui, vraiment. Alors, finalement, on a dit, oui, on peut le mettre en marché, ça va. Fait qu'on met les graines de caméline en marché. Puis, on essaie de trouver d'autres choses. On se dit, on est-tu capable de faire du popcorn ou je sais pas. Fait que, là, je n'avais pas compris qu'il fallait de l'amidon pour faire du popcorn à ce moment-là, mais là, je le comprends maintenant. Mais c'est pas grave. On se met dans la poêle. Tu avais mentionné ça aussi la dernière fois en rencontre. Puis, c'est quoi l'histoire de l'amidon, juste pour. Pour faire du popcorn, il faut avoir de l'amidon. Il faut que l'amidon éclate. C'est ça qui fait c'est ça qui fait l'éclatement du. Il y en a beaucoup dans le maïs. Bon. Ah, OK. Donc, on se met à la poêle pour faire chauffer les graines de caméline, puis voir s'il allait éclater. Il n'a pas éclaté, mais il a grillé. Puis là, finalement, on goûte. On a dit, c'est donc bien bon, ces graines de caméline torréfiées-là. Alors, on en met, on essaie ça. C'est comme, wow. Fait que là, finalement, on en fait un produit, les graines de caméline torréfiées, qu'on a emmené en tube de carton. Initialement, c'est dans des sachets. On l'a emmené en tube. Puis ça nous a valu un prix, le premier prix au Dux, Mieux manger, mieux vivre. Ah ouais, parce que pour l'emballage de carton, pour les valeurs nutritives et pour le goût. Donc, on a gagné tous les produits, tous les prix. Et pour le look du produit aussi, pour vrai, ça a tellement, tu sais, je veux dire, justement, c'est le produit que tu veux garder sur ton comptoir parce que ça donne un style, tu sais, il y a quelque chose de vraiment fort dans... Puis même dans l'utilisation, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant aussi dans le format, là, Oui, c'est ça, c'est super, c'est facile, là. Tu mets des graines de caméline dans tes salades, dans tes pâtes, dans le croûte de poisson, t'en mets partout, tu sais, c'est... Un croûte de poisson. Facile. Ouais, vraiment, on vend le riz, jamais partout. Alors là, on met en marché les graines de caméline torréfiées. Ah oui, puis ça aussi, on a gagné le Cial on a été finaliste au Cial de Paris avec ce produit-là aussi. Avec les grains torréfiés. Avec les grains torréfiés. C'était vraiment cool. C'était vraiment chouette. C'est incroyable. Tous les produits gagnent des prix, là, ça va de mon sens. On a raflé quelques-uns. On a aussi gagné, deuxième fois, on a gagné aussi au prix de la CETAC aussi. On a gagné, tantôt, je parlais du Conseil de la transformation alimentaire. Fait qu'on a gagné 3 fois au Conseil de la transformation alimentaire. Une fois avec l'huile vierge, les grains torréfiés
et avec l'huile torréfiée, que vers quoi je m'en vais, là, j'y arrive. Qui est notre produit, dont je suis tellement contente. Donc, les grains torréfiés, on met ça en marché, puis c'est bon, tu sais, puis on se dit, ouais, mais je me dis, il reste encore de l'huile dans les grains. Mais elle goûte quoi, l'huile? Est-elle encore bonne? As-tu perdu ses propriétés ou elle l'a pu? Je ne sais pas, tu sais. Fait qu'on presse ces grains avec nos petits pressoirs comptoirs, laboratoire, puis là, on goûte à ça. Wow, c'est super bon. Mais là, les valeurs nutritives, fait que là, naturellement, pour moi, c'est hyper important. Les valeurs nutritives, il faut que ça soit 5. Fait que là, avant de mettre ça en marché, fait qu'on va analyser ça. Puis là, je me souviens quand ma collègue Valérie vient me montrer le rapport, puis je regarde la valeur des oméga-3 qui est encore toute là. Wow! Elle est là. Wow! Let's go! Wow! Pour moi, ça, c'est le produit vraiment qu'on a mis en marché, que personne d'autre avait mis en marché à travers le monde. Oh, oui. C'est puis, qui, pour moi, la valeur nutritive, le goût, on s'est vraiment poussé au maximum pour aller développer un autre produit parce qu'on cherchait le produit wow, on cherchait quelque chose qui fait comme, il y a mon principal vendeur, c'est l'huile vierge, mais chercher le produit qui serait comme ça, là, c'est incroyable, cette compagnie-là. Qui se démarquait, puis c'est vraiment notre huile torréfiée qui est... C'est pas notre plus gros vendeur, mais c'est notre produit dont on est le plus fier. J'adore. Puis là, on l'a soumis à un concours. En fait, on a fait 2 choses avec cette huile torréfiée-là. Là, je vais commencer par le sirop, puis après ça, je vais parler du Bocuse, OK? Ouais, j'adore, c'est parfait. On tue. Alors, ça va... Donc, on présente ça au Syrah Innovation Award. Le Syrah, c'était Lyon. Lyon, en France, c'était la capitale de la très grande gastronomie. Absolument, c'est ça. Donc, on soumet l'huile torréfiée à ce concours-là. Il y a 800 produits qui sont soumis. Des 800 produits... finalement, je reçois un courriel à un moment donné, comme de quoi que j'étais convoquée le 12 décembre à Paris, à l'école Ferrandi. Là, je vais voir, finalement, je voyais qu'il y a des centaines de finalistes. Comme là, tu sais, je n'irai pas à Paris s'il y a 100 quelques finalistes. T'sais. Finalement, je parle... puis il dit, non, il dit, vous êtes 20. Ah, des 800, ils en ont sélectionné 20 ou 25. Incroyable. Donc... Déjà là, on s'entend, c'est un méga exploit. Là, oui, tout à fait. Alors je suis allée à Paris pour 12 minutes de pitch devant le jury à l'école. 12 minutes quand même. Quand même. Fait que j'arrive là. Une grosse présentation. Oui, 18. J'ai 18 jurys spécialistes du goût, tu sais. Puis je fais ma présentation. C'était incroyable. Wow. Comme événement là, dans une vie, là, ça, c'est top. Wow. Vraiment. Fait que là, à Paris, là, je prenais mon petit café sur une terrasse. Je suis comme, oh wow, quel moment je viens de vivre. Là, c'est fou. T'sais. Puis là, finalement, plus tard, dans l'après-midi, je reparle. Puis je vais avoir des informations. Je vais rentrer à la grande épicerie de Paris. Je reparle au gars pour pouvoir rentrer à la grande épicerie de Paris. Je fais qu'il me donne des contacts. Puis là, on se parle. Puis il me dit, quand vous rentrerez à la grande épicerie de Paris, vous pourrez leur dire que vous avez gagné. Vous avez remporté le Syrah. Wow. Incroyable. Je comprenne, on parle pour avoir des références communes. C'est la Coupe Stanley des produits. Là, c'est la Coupe du monde. C'est la Coupe du monde, c'est ça. Là, c'est les Oscars. C'est tellement ça. Je dis, là, je suis allée le mois d'après, en janvier, pour aller chercher notre prix. Mais, tu sais, je dis, si on se prenait avec le Syrah, les gens nous arrêtaient pour prendre en photo, là. Wow. Je veux dire, on s'assoit à un restaurant, là, on prend un petit peu de champagne qu'on a mis de trophée sur la table, puis là, les gens comme, vous êtes venus à notre restaurant? Non, parce que c'est ça, c'est le summum. C'est vraiment le summum. Fait que ça, ici, on le voit pas au Québec, on n'a pas de cette culture-là, mais là-bas, c'est vraiment quelque chose. Alors, incroyable. Fait que c'est ce qu'on a gagné, donc le Syrah. C'est vraiment c'est le premier produit canadien qui gagne à ce concours-là. Wow! Donc, ça nous a valu. C'est ça, avec ce produit-là, en plus, ça fait rayonner quand même le Canada, le Québec aussi, tellement, à travers internationalement. Oui, ouais, c'est fou. C'est vraiment fou. Puis ça nous a valu une mention à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale aussi pour ce produit-là. Tu sais, fait quand même. T'imagines? Incroyable. Le premier ministre qui a pris une photo. Oui, c'est vrai. Même ça. Alors, première page dans le Journal de Montréal. Première page. Une belle photo. Oui, première page. Première page. Journal, quand même. C'est incroyable. Ouais. C'est fou. C'est vraiment fou comme aventure. Ouais. Et puis, il y a le Syrah, puis il y a aussi l'équipe canadienne du Bocuse d'or. Les Bocuse d'or, c'est comme les athlètes de la gastronomie. Donc, chacun des pays a ses athlètes. Fait que nous, en 2023, c'était Samuel Sirois de l'ITHQ qui était le chef athlète avec son équipe. Puis, ben, on sélectionnait nos produits pour faire partie de leurs ingrédients. Fait que c'est comme si c'était Nike, mais avec une bonne philosophie. Oui, c'est ça. Avec une conscience un peu plus... Bon. Fait qu'on est comme le supporter de l'équipe, en fait, avec nos produits pour les athlètes chefs. Puis, donc, on a fait partie des ingrédients.
Et on a aussi fait partie des ingrédients de la finale aussi internationale à Lyon. Puis pour les Français, en fait, quand on était à Lyon, mais je disais juste de faire partie des ingrédients... c'est déjà en soi... C'est incroyable, là, comme histoire. À imaginer qu'on pourrait se rendre... Tu sais, comme c'est quelque chose, là, c'est fou. Fait que c'est toute une aventure quand même, hein? J'adore quand même aussi que tu parles d'athlètes... à ce niveau-là, parce qu'on dit, mais là, c'est des chefs, pourquoi tu parles d'athlètes maintenant? C'est qu'il faut comprendre que cette compétition-là demande tellement d'entraînement. Et de rigueur, là, de rigueur, puis c'est du monde qui vont se préparer pour cette compétition-là des mois et des mois à l'avance, tu sais, puis c'est du travail acharné. Des années même, des années. Et des années, ouais. Tu ne fais que ça. Samuel, Gilles, puis... Léandre ont vraiment... Il y a un souci, il y a un niveau d'entraînement incroyable là, que très, très peu de gens seraient capables de faire. Absolument, c'est incroyable comment ils se sont donné le niveau de complexité puis de rigueur qu'ils se sont donnés. Puis d'être sélectionnés par ces gens-là comme... Hey, j'aime vos produits, puis on veut les intégrer dans notre compétition internationale. C'est tellement flatteur. Je dis, tu sais, quand tu parles d'entreprise, jamais tu peux même oser croire que ça pourrait arriver. Là. Je dis, c'est un rêve là, pour nous. Là. C'est ça, oui. Wow. C'est fou. Je pense qu'encore une fois, c'est ça témoigne de tout le travail que vous aussi, vous avez fait, parce que vous aussi, justement, vous avez bûché pendant des années, toute la rigueur que ça a dû prendre pour autant faire les sacrifices, les choix que vous avez faits, faire la recherche et le développement. Puis je pense que tout ça, c'est quand même, je trouve ça touchant même de voir comme, en tout cas en me mettant à votre place, la reconnaissance finalement de tout ce travail-là qui arrive avec votre produit qui est formidable. Fait que bravo. Félicitations. Merci de nous avoir représentés. En vrai, c'est une fierté, c'est un honneur. Ah oui. Ouais, mais c'est ça. C'était vraiment une belle aventure qu'on a vécu, des moments incroyablement forts qu'on pensait pas que ça pourrait. Qu'on pourrait vivre ça, c'est sûr. Puis là, c'était ce Grand Prix-là, donc c'était en 2023. 23. Janvier 2023. C'est tout juste, là. Oui. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Là? C'est comme si on s'imagine là, après ça. Là, les sommets sont atteints. Là. Oui, mais c'est vrai. Fait qu'on a dit après ça, c'est quoi le next? Puis là, ça, c'est le summum. Puis on a dit, je pense que ce serait de refaire ça une deuxième fois, là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher encore. Là. Je veux dire, on a gagné 3 fois au Conseil de la transformation alimentaire. On a gagné le premier prix au Dux. On était 3 fois finalistes au CIAL, 2 fois à Montréal, 1 fois à Paris. Là, tu sais, ce qui me rend très, très fière, c'est de voir nos produits qui vont ailleurs dans le monde. Ouais. Je trouve ça... tu sais, on est allé au Japon, on exporte au Japon. Ouais. Pour moi, c'est une belle fierté. Le Japon ne sont pas producteurs agricoles. Ils ont besoin d'importer des produits pour se nourrir comme peuple. Ouais. Donc, c'est un des premiers marchés où on est allé. Puis, la raison pour laquelle on est allé, c'est quelqu'un du MAPAC qui m'appelle alors qu'on était encore dans notre garage, qu'on construisait l'usine. Puis, il m'appelle puis il me dit... on avait quand même identifié le Japon comme étant un produit cible, comme premier payé pour nous. Donc, cette personne-là du MAPAC m'appelle pour me dire, écoute, on s'en va en mission commerciale. Ça coûtait pas trop cher d'y aller. C'était relié à un programme de mission commerciale. On se dit, on va aller voir le marché. Puis comme ça, quand on sera prêt, on sera prêt. Puis on va savoir c'est quoi le marché. Alors, on se rend là, puis finalement, avec un beau PowerPoint traduit en japonais, pardon. En japonais. Puis il parle très bien l'espagnol aussi. Puis finalement, le délégué commercial du MAPAC à Tokyo, qui est une personne extraordinaire, Akira, M. Kitawaga, en fait, vraiment, il nous a présenté, il nous avait cédulé une dizaine de rendez-vous. Il est venu avec moi à chacun des rendez-vous, montrer comment tout le contexte, la carte d'affaires, se prosterner, le respect, tout ça là, qui se passe au Japon, ces rencontres d'acheteurs. Il est venu avec moi avec une dizaine de rencontres d'acheteurs. Il connaissait les codes de crédit des entreprises. Wow. Écoute, on est revenu de là. 3 semaines après, j'avais ma première commande. Mais on n'était pas encore dans l'usine, nous, là. Incroyable. Alors, moi, je leur avais dit au mois de juillet. Le temps, on va arriver au mois de mai dans l'usine, me rôder un peu, puis au mois de juillet, on devrait être prêt. Alors, finalement, au mois de juillet, notre première commande part pour le Japon. Puis, moi, je trouve ça, je suis fière de ramener, on ramène de l'argent au pays. Là. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'argent neuf, là. Vraiment, je trouve ça vraiment, je trouve ça très gratifiant, puis de voir nos produits comme ça qui partent à travers le monde. Puis l'agriculture d'ici qui part ailleurs. C'est ça. Puis, je veux dire, on s'entend, le Japon, là, c'est
C'est une culture culinaire. C'est ça, forte, là. Tellement forte, comme peu de places dans le monde, on en trouve au Japon, fait que il y a ça aussi, c'est quand même. Impressionnant. Oui, parce que les Japonais, la qualité des nutriments de ce qu'ils vont ingérer est hyper important. Fait que les oméga 3, les antioxydants, c'est hyper important. Puis la beauté de l'étiquette aussi du produit, la qualité du produit. C'est difficile de faire affaire avec des Japonais. Quand tu essaies de vendre des Japonais, tu peux vendre à bien des endroits là, à travers le monde parce qu'ils ont des exigences hyper élevées, mais ça nous pousse juste à être meilleur. C'est parfait. Là. Ça pousse nos limites, puis on contrôle nos produits. T'sais. Alors, fait que présentement, on a à peu près 10 % de chiffre d'affaires qui est au Japon. Fait que on vend en marque privée, puis aussi notre marque de commerce aussi. Là, Puis l'année passée, quand on est allé au Japon, puis on a rencontré un nouvel acheteur avec lequel on est en discussion depuis plusieurs mois déjà à ce moment-là. Puis en fait, ce qu'ils ont dit de nous, eux, c'était les plus grands vendeurs d'huile d'olive au Japon. Et ils sont en plein marché partout à travers le pays. Puis là, ils ont dit, le marché de l'huile d'olive est maintenant rendu assez stable, il n'y aura plus de grande croissance. Mais on croit que votre produit aura la croissance pour vraiment aller chercher une belle lancée puis un part du marché, là. Ouais. Wow. J'adore ça. J'adore tellement. T'imagines, l'huile d'olive a toujours été le finest. Exactement, mais là, tu es en train vous, en fait, là, ton équipe, vous êtes en train de prendre sûrement une part de marché à l'huile d'olive pour amener quelque chose d'encore... C'est plus distingué que de l'huile d'olive sur les grandes tables et puis même sur les petites tables chez nous. C'est le fun. Hein? Mais c'est sûr que des oméga 3, il y en a beaucoup dans l'huile de caméline, mais il n'y en a pas du tout dans l'huile d'olive. Fait que c'est sûr que, mais l'huile d'olive est tellement immense. Mais c'est un gros marché, puis c'est un marché au Canada qui est aussi très contrefait, il faut savoir. Oui, il y a plein d'huiles frelatées. Frelatées, c'est le mot qu'on utilise. Exactement. Là, ici, au Canada, c'est assez particulier. Mais, je dis, c'est tellement un gros marché que, je dis... La place à prendre est tellement grande. Je veux dire, même... De toute façon, il y a de la place pour une diversité. Oui, c'est ça, exact. Qu'il y ait plusieurs types d'huile avec... oui, tellement. Je pense que cette diversité-là est tellement importante. Je pense qu'on arrive bientôt très rapidement, justement, vers la fin de ce bel épisode avec toi, Chantal. Moi, j'aimerais ça qu'on parle, justement, sur cette note-là de diversité, de parler un peu de la caméline à travers aussi le marché de l'huile un peu plus ici au Canada. Puis là, on s'entend, vous êtes en avant de la parade, vous êtes en train de vraiment mener le bateau. C'est quoi un peu, qu'est-ce que vous souhaitez, mettons, par rapport aux autres huiles de caméline qui se produisent ici ou même aux autres huiles locales du Québec? J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont vouloir emboîter le pas. Là, exact. T'sais. On va faire comment? L'huile d'olive, c'est nice. L'huile de caméline, c'est nice. On va en faire nous autres aussi. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont vouloir suivre. Bien, moi, je crois beaucoup à la collaboration. Puis ça fait partie du succès de mes parents, en fait, de collaborer ensemble. Puis moi, c'est ça que je crois. Je veux dire, il y a tellement un gros marché à prendre, Puis, on ne parlerait pas d'huile d'olive s'il n'y avait qu'un seul producteur. Oui, absolument. Mais l'important, c'est que les gens travaillent sur le goût, qu'on ait un bon goût. Parce qu'il y a des entreprises qui, je n'irai pas plus loin. Sans nommer de nom. Puis pas nécessairement ici au Québec, mais qui font, si on ne fait pas une bonne recherche de goût, puis les gens, pour la première fois, ils goûtent une huile de caméline, puis c'est pas bon, mais tu viens de fermer ton marché, là, c'est terminé, la porte est fermée. Fait que c'est important de travailler sur le goût, d'aller chercher. Standardiser au niveau de la qualité. Puis d'ailleurs, j'étais un peu on est en collaboration avec tous les producteurs d'huile, la caméline, mais d'autres huiles au Québec, là, puis dont on doit parler, qui sont là, l'huile de tournesol, il y a l'huile de lin, il y en a l'huile de canola, il y en a, l'huile de chanvre, il y a l'huile de citrouille maintenant, Oui. Il y en a plusieurs huiles au Québec qui sont de producteurs agricoles, d'une production agricole ici. Mais on n'aura jamais d'olivier au Québec. Là. Fait que si on ne fait que parler de l'huile d'olive, on ne laisse pas de place pour ça, ces cultures émergentes-là qui sont tellement importantes. Puis, dans le fond, l'année passée, je suis allée appeler tout le monde. Puis, comme là, on va se regrouper puis on va faire quelque chose avec les huiles du Québec. Il faut que je travaille parce que j'ai manqué de temps un peu pour m'en occuper. Mais je trouve que ça, les huiles du Québec mettent de l'avant parce que, les huiles du Québec, c'est de la biodiversité, c'est des champs fleuris, c'est des insectes pollinisateurs. C'est bien pour notre environnement parce qu'on est à court kilomètre aussi. Fait que ça, il faut laisser de la place. Si on ne cuisine qu'avec de l'huile d'olive sur nos plateformes,
ben on s'aide pas au niveau du développement durable. Tellement, absolument. C'est un très beau mot de la fin. Merci tellement d'avoir été avec nous, Chantal. C'était un plaisir et même, un honneur de t'avoir sur le balado pour discuter ensemble. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs d'avoir été avec nous. On espère que vous avez autant trippé. Donc, à la prochaine. Un gros merci. Et merci à vous autres. Yes. Bienvenue à ce tout nouveau segment au balado Les idées radicules. Donc, c'est les questions radicules. Vous allez avoir la chance de nous poser des questions et nous, on va pouvoir y répondre. Puis, ce segment est commandité par nos amis de AgroBio. Merci. Donc, le concept d'AgroBio, c'est de la semence à la table. Ils font tout, de la culture à la transformation. C'est un regroupement d'agriculteurs québécois bio qui vendent des produits de qualité, qui sont locaux et équitables. Yes, vous pouvez trouver leurs produits chez Loufa, dans les marchés tôt et également dans la majorité des magasins où il y a dans le fond de la vente de bio et local. Donc, Gabriel nous demande pourquoi quitter dans le fond, pourquoi tout quitter plutôt pour partir dans Charlevoix? C'est une excellente question, encore une fois. Vous êtes là. Je pense que je me lancerais peut-être en premier, mettons, pour parler pour ma part. De ton expérience charlevoisienne. Oui, c'est ça. Puis on pourrait parler plus de notre expérience désir commun, je pense, par la suite aussi. C'est sûr que de mon côté, je pense que Charlevoix, ça a été un peu... par après, mettons, qu'on a découvert tout l'attrait pour la région, puis on a vu à quel point on avait un intérêt pour cette région-là. À la base, c'était vraiment de démarrer un projet, puis d'avoir un projet qui allait être près d'une communauté qui était vivante, puis qui nous interpellait. Après ça aussi, c'est sûr que tout l'aspect géographique de Charlevoix, qui est assez particulier, ça a été vite, je pense, une révélation que quand on a commencé à regarder pour des terrains, puis qu'on a vu des endroits dans Charlevoix, c'était sûr et certain qu'il y avait quelque chose dans la géographie qui nous interpellait beaucoup. La proximité avec les montagnes et le fleuve, il y a quelque chose qui, au niveau, je pense, humain, nous fait vibrer. Puis après ça, évidemment, la communauté est très au rendez-vous même. Je pense que c'est un des endroits que j'ai vu à date qui est en pleine ébullition puis qui est vraiment surprenant à quel point il y a plein de projets qui démarrent, il y a une volonté de collaborer ensemble. Fait que, ouais, très bien dit. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de nous dire là. Pour en dire davantage, moi, je parlerais dans le fond de l'expérience de Gabrielle, ma blonde, qui, elle, quand on a décidé de faire le saut en maraîchage, moi, je suis parti en Estrie, elle est partie dans Charlevoix. C'est l'opportunité d'emploi qui s'est juste avérée réelle là-bas. Puis elle est tombée en amour, elle n'arrêtait pas de me parler à quel point Charlevoix c'était beau, Charlevoix c'était le fun. Elle était amoureux de plein air, on a accès à tellement de sites pour s'amuser, vraiment à proximité. Puis non, c'est ça, quand vous allez faire un tour dans Charlevoix, c'est vraiment quelque chose de dépaysant. Là. Des fois, on se créerait dans des paysages vraiment tout autres que ceux qu'on est habitué de voir au Québec. Fait que une belle région, du beau monde, puis belle région agricole. Oui, vraiment, avec un héritage agricole aussi fort, un terroir fort, puis même un terroir qui est comme insoupçonné, étant donné justement la position géographique, les montagnes et tout. C'est pas l'endroit que tu dirais qu'il y aurait nécessairement une culture, une agriculture forte, puis une culture culinaire gustative qui serait comme mis de l'avant. Et pourtant, ce l'est totalement. Et pourtant. Donc, merci pour cette belle question-là, Gabriel. J'espère que ça a répondu à ta question. Tu viendras nous voir? Oui. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des idées radicules. Donc, pour voir tous nos épisodes et rester à l'affût de ceux à venir, rendez-vous sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et abonnez-vous aussi aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Les liens vont être dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez aussi écouter les idées radicules sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec. Et si vous aimez ce balado puis vous aimeriez nous encourager, abonnez-vous à notre Patreon au patreon.com/idées radicules. Merci à l'équipe formidable de la Shop Studio où on enregistre depuis nos tout débuts. Et un gros merci aussi à notre équipe derrière les micros, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Laura Chipello, et nos productrices Safia Barou et Alissa Martin-Martel. Merci, puis à la prochaine. Merci, guys. À la prochaine.